tout de suite. Euh, je suis très contente de vous recevoir sur les dialogues pour le climat aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Puis bienvenue justement à ce petit déjeuner, la programmation thématique de la cinquième édition des dialogues pour le climat, intitulée S'adapter ensemble, faire de la solidarité internationale un levier d'action climatique. Donc, même si nous sommes en ligne en ce moment, la majorité des gens présents se trouvent à Tiohtià:ke, ou est connu sous le nom de Montréal, un territoire autochtone non cédé, historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons donc les reconnaître comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles beaucoup d'entre nous nous trouvons et souligner les liens connus entre les peuples autochtones et toutes les communautés qui y vivent. La cinquième édition des dialogues pour le climat se fait à l'occasion des 10 ans de l'accord de Paris avec la COP30. Donc, l'adaptation, c'est un pilier central de l'accord de Paris dès ses débuts et la coopération internationale en œuvre. Donc, on est très enthousiaste de tenir ce panel sur cette thématique, cette belle brochette de panélistes. Aussi, les dialogues pour le climat, c'est une initiative intersectorielle qui vise à rendre les négociations climatiques plus accessibles, inclusives et mobilisatrices. Donc, merci à tous et à toutes d'être là encore une fois. Et on a beaucoup de beaux événements pendant les 2 semaines de la COP qui a commencé hier, que je vais mettre dans ce chat dans quelques secondes. Puis aussi, on tient à remercier les 10 organisations partenaires des dialogues pour le climat, que vous pouvez voir sur la première ligne du beau visuel. Et également remercier nos partenaires financiers que vous voyez sur la ligne juste en dessous. Donc, le webinaire est enregistré, sera disponible aussi prochainement sur YouTube. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter notre animateur, Raphaël Savaria, volontaire et spécialiste en gestion environnementale, inclusion professionnelle et communication inclusive avec le CECI. Donc, Raphaël est volontaire au CECI Guatemala, formé en développement durable et management, qui s'intéresse à la solidarité internationale comme levier d'équité, de résilience et de transformation sociale à travers des projets menés au Québec, au Sénégal et au Guatemala. Donc, bonne discussion à tous. Merci beaucoup, Elisabeth. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Oui, je suis au CECI Guatemala, mais là, actuellement, je suis dans un court passage à Montréal. On se réveille sous la neige ce matin et je suis un peu enrhumé. Désolé pour ma voix un peu. Il est aussi 8h30 du matin. Mais merci beaucoup de nous accueillir. Puis merci d'être là aussi pour cette discussion qu'on veut qu'il soit la plus intéressante. On a juste 1 heure ensemble. De 8h30 à 9h30, c'est un petit moment dans votre journée que vous pouvez passer avec nous. Merci beaucoup d'être là. Sans plus attendre, je vais vous présenter rapidement nos non, ouais, panélistes, pardon. Julien Dubuc, donc chargé de programme justice climatique et environnement à Oxfam Québec. On a Faisal Bourreima, qui est leader thématique global en adaptation climatique au CECI. Et on a aussi Andréane Martel, directrice du projet RESEE de Mission Inclusion. Merci beaucoup à vous trois d'avoir pris votre temps dans votre semaine très occupée. Je sais qu'Andréane, tu t'envoles bientôt pour la COP30. Julien, tu restes à Montréal. Faisal, tu es sur un autre fuseau horaire. Vous avez sûrement vu dans l'introduction, aussi dans l'invitation de l'événement, leur biographie. Je vais peut-être pas prendre plus de temps pour les présenter plus que ça. Vous savez un peu c'est qui ils sont, puis je vais un peu faire un... euh, ouais, si vous avez des questions aussi, vous pouvez me mettre dans le chat directement. Déroulement du panel. Comme j'ai dit, on a juste 1 heure ensemble. Je vais faire un bref survol historique et une présentation de la problématique. Ensuite, on va faire une question brise-glace juste pour donner un peu les couleurs de chaque panéliste. On va faire perspective croisée. Ça va être un peu un format de chaque panéliste présente en 3 temps, disons, 3 sujets principaux. Ça va être un peu un tour d'horizon des perspectives qui vont être croisées. Après, on a un dialogue croisé qui va être une question centrale où est-ce que les panélistes vont pouvoir rebondir les uns les autres avec une question plus centrale. Et ensuite, on va prendre les questions du public. Quand même un gros déroulement de l'activité. On va essayer de faire ça du mieux possible. Je me lance directement dans la première section, donc la mise en contexte, donc un bref survol historique et critique de la thématique d'aujourd'hui qui est la coopération internationale comme moteur d'adaptation euh, pour les changements climatiques. La coopération internationale, ça s'est structuré surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été dans un contexte de reconstruction et de décolonisation. Comme Elisabeth a dit, on était sur des terres non cédées et les peuples se libèrent des emprises coloniales. Elle repose sur une vision de la solidarité, mais aussi sur des modèles de développement qui ont été définis par le Nord global.
Donc, on est dans une perspective, en fait, je ne vais pas plus m'avancer là-dessus, mais vous savez un peu de quoi on parle. Donc, extraction des ressources, expansion économique, euh, peu d'égalité financière, économique entre les différents groupes. Donc, par la suite, avec le temps, la société a changé et la coopération, heureusement, a aussi changé. On est de plus en plus dans des partenariats, on travaille sur de la réciprocité et on est dans une perspective d'apprentissage mutuel. Donc, on envoie des personnes volontaires qui se forment. On parle plus on parle plus vraiment ouais, on parle plus d'une collaboration. On se forme à travers ces projets-là. Les personnes qui y participent ne sauvent pas les autres. On tente de changer ce discours-là. Euh, personne qui s'implique en coopération, c'est ça. On augmente peut-être plus la sensibilité par rapport euh, à ces dynamiques. On est dans la co-construction et le respect des savoirs locaux. Euh, le secteur a été évidemment critiqué pour sa verticalité, la dépendance que ça pouvait créer dans les communautés. Euh, on tente de valoriser maintenant les savoirs autochtones et ça se transmet justement, ça transparaît dans les projets qui sont plus en adaptation au changement climatique. On sort de cette transition-là et on essaie aussi, il y a de plus en plus de partenaires sud-sud donc, on a des nouvelles alliances qui se créent aussi. Donc, ça complexifie aussi un peu la lecture qu'on peut avoir de la coopération internationale. Aujourd'hui, face au changement climatique et aux transformations rapides de la société, la coopération internationale doit aller plus loin. Elle doit devenir un espace d'adaptation mutuelle où chaque acteur, organisation, volontaire, communauté, apprend de l'autre pour répondre aux défis communs. Quand on s'est préparé, les panélistes et moi, la semaine passée, quand on s'est rencontrés, on a parlé des tendances actuelles aussi de la coopération. Ce qu'on constate dans un bref survol, là, puis je pense que Faisal va pouvoir en parler plus, mais on passe d'un modèle de financement qui va vers, là je ne vais pas me tromper, de l'atténuation, vers le financement de l'atténuation plutôt que l'adaptation. Donc on est un peu plus peut-être fataliste face aux enjeux climatiques et à la direction dans laquelle on s'en va. Faisal va pouvoir approfondir un peu cette tendance-là dans son intervention plus tard. Puis, ben là, justement, on a aussi en parallèle la montée des risques transnationaux. Ça, c'est un enjeu qui n'est pas toujours bien compris, mais en gros, c'est que oui, les pays du Sud subissent le plus les conséquences du changement climatique, mais nous aussi, en fait, comme dans une industrie, on est dans une industrie, dans une économie qui est mondialisée, on va subir des risques transnationaux des changements climatiques. Donc, par exemple, la volatilité des prix des aliments importés, des pénuries liées à des chaînes d'approvisionnement mondiales et ou encore des impacts économiques, des crises climatiques et géopolitiques, comme on a pu le voir avec la Russie, le pétrole. Donc voilà, le bref survol historique. On est quand même en 9 minutes, on est quand même dans le timeline, donc ça va. Donc là, comme je vous ai dit, je voulais faire une petite activité brise-glace avec un petit tour de table des panélistes avec une question. Je vous laisse répondre environ en 30 secondes, une minute. Et la question, en fait, c'est en une phrase, que n'est plus, selon vous, la coopération internationale? Donc, qu'est-ce que ce n'est plus maintenant, à ce jour? Et qu'est-ce que ça devrait être en 2025, la coopération internationale? Donc, je vais passer la parole à Julien. Oui, bonjour tout le monde. Merci Raphaël. Donc, très content d'être ici ce matin. Écoutez, je pense que qu'est-ce que ce n'est plus la coopération internationale? C'est cette idée que les communautés les plus vulnérables nous attendent pour avoir notre aide, nous attendent pour agir, etc. Je pense que ça a été une vision très prégnante dans notre milieu. J'espère que c'est plus ça, mais je pense que c'est de moins en moins ça à tout le moins. Et qu'est-ce que ça devrait être en 2025? Ben, notre rôle à nous, les organisations, c'est d'amplifier l'ambition des communautés pour qu'ils atteignent un développement qui leur convient. Super, merci Julien. Je vais passer la parole à Faisal. Oui, merci Raphaël. Bonjour tout le monde. Donc, pour moi, aujourd'hui, la coopération, elle ne doit surtout pas être, elle ne doit pas consister, je vais dire, à demander aux pays en développement de suivre le même itinéraire que les pays développés ont suivre pour atteindre là où ils sont. Donc, pour moi, ce modèle ne marche pas. Et ce que ça doit être, pour moi, c'est vraiment croiser les savoirs, mutualiser les énergies et les efforts
et apprendre des erreurs passées pour permettre au pays d'atteindre leur plein potentiel et en respectant les valeurs et les aspirations des peuples. Merci. Merci, Faisal. C'est vrai, on va apprendre les erreurs du passé. Andréane, Oui, merci Raphaël, merci tout le monde d'être là un mardi matin de tempête. Donc, ce que la coopération internationale ne doit plus être, elle ne doit plus reproduire les dynamiques de pouvoir inégales entre les pays, les sociétés, les populations. Elle doit au contraire être un levier pour combattre les inégalités systémiques, pour faire face aux crises multiples. Qu'on parle de la crise climatique, mais également du racisme systémique, de la misogynie, du capitalisme. Donc, la coopération internationale, il faut la voir comme étant éminemment politique. Elle doit viser à tisser des liens de solidarité, puis renforcer les alliances pour lutter contre toutes les formes d'injustice. Et je vais me permettre de citer, avant de te redonner la parole, Raphaël, la déclaration d'engagement des États généraux de la solidarité internationale qui a été adoptée en juin dernier parce que je trouve qu'il y a certaines phrases qui résument très bien ce que doit être la solidarité et la coopération internationale. Donc, notre vision commune s'ancre dans l'espoir d'un monde plus juste, inclusif, solidaire et respectueux de l'environnement et de la nature, où la solidarité internationale est indissociable des luttes contre les inégalités, les oppressions et la pauvreté. Elle est fondée sur des valeurs féministes, antiracistes, pacifistes, écologistes, d'équité, d'inclusion, de diversité et d'émancipation. Cette vision s'appuie sur la nécessité de décoloniser les savoirs et les pratiques en valorisant les expériences et les luttes portées par la diversité des groupes, en particulier les groupes historiquement marginalisés et opprimés. Donc, c'est une définition, je trouve, qui permet de réduire aussi les barrières entre le nord global et le sud global et de voir plutôt les systèmes d'oppression qui touchent l'ensemble des populations. on n'aurait pas pu mieux dire, donc merci Andréane. On va passer, merci pour le brise-glace, donc on est encore dans les temps, bravo tout le monde. Donc on va passer à la partie sur les perspectives croisées. Donc comme je vous ai dit, ça va être une discussion qui va être animée en 3 temps. Je vais passer la parole à chacun des panélistes qui va nous parler quelques minutes sur, disons, euh, son angle, ses exemples, son expertise. Puis ça va mettre un peu la base pour la partie suivante où est-ce il va y avoir plus d'interaction entre les panélistes. J'ai peut-être pas dit en début de l'activité que vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui va m'aider à les trier et à y venir en fin de panel. Si il nous reste du temps, il devrait nous en rester. On est sur un agenda qui est assez serré, mais on dirait on progresse bien. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Il n'y a pas de mauvaises questions et il n'y a pas de. C'est ça. Des fois, on a des questions qu'on peut penser qui sont idiotes, mais écrivez-les parce que ça peut nous aider à aussi vulgariser des choses. Et on a une opportunité d'avoir des panélistes qui sont intéressants aujourd'hui. Donc, perspective croisée, faire de la coopération un moteur d'adaptation. Donc, je vais passer la parole à Julien Dubé qui va nous parler du financement et des partenariats équitables. On avait préparé des questions, mais si tu veux te lancer un peu à ta couleur, je pourrais te laisser la parole directement. Oui, tout à fait. Merci, Raphaël. Donc, on se posait la question quand on concevait tout ça, comment on fait pour rendre les financements climatiques réellement accessibles aux organisations locales, aux collectivités? C'est quoi les obstacles, les principaux obstacles qui freinent encore l'accès aux ressources? Il y a plusieurs éléments de réponse. C'est une question intéressante, assez complète. Oxfam, début octobre, a sorti, on était en collaboration avec l'ONG Care, on a sorti une étude sur justement les financements climatiques. Puis, conclusion principale, les 2 tiers des financements climatiques globaux là, en ce moment, les 2 tiers donc sont accordés sous forme de prêts. Et donc, ça, c'est le premier élément de réponse, là. Et puis, évidemment, un prêt, ben, ça se fait aux conditions de marché, donc il faut rembourser, etc. En ce moment, les pays en développement, les pays du Sud remboursent davantage aux pays riches que ce qu'ils reçoivent. Donc, nous, on a calculé dans notre rapport, là, pour chaque 5 reçus, ils en remboursent 7. Donc, premier élément de réponse, si on veut rendre les financements climatiques réellement accessibles, il faut contribuer pour vrai. Oui. Donc, et donc cette dynamique-là est particulière. Ça permet aux pays riches de dire des choses comme, ouvrez les guillemets, en 2022, on a mobilisé 116 milliards de dollars de financement climatique. Nous, nos calculs, c'est plutôt qu'en vrai argent, finalement, on est plutôt entre 28 et 35 milliards, un petit tiers de la somme. Donc,
Ça, c'est important de le savoir, c'est important de le dire. Cette dynamique de prêt-là, cette dynamique financière-là, elle tend plutôt à alourdir la dette des pays du Sud, qui s'élève en passant à plus de 3 000 milliards de dollars. Là. Donc, euh, on ne devrait pas, je pense, les pays les plus riches tirer profit du financement climatique. C'est ce qui se produit en ce moment. Clairement, donc, c'est un frein hyper important. Ce serait mon deuxième élément de réponse. C'est sûr que si on alourdit la dette, ça freine l'accès aux ressources. Il faut aller dans l'autre direction. Il faut qu'on donne vraiment des ressources si on veut que les gens aient accès aux ressources. Là. Ça paraît une boutade de le dire, mais franchement, on est dans cette dynamique-là en ce moment. Ce qui fait en sorte que, bon, voilà, les pays, le groupe des pays qui a le plus besoin d'aide pour son adaptation au changement climatique, ben, il n'est pas vraiment bien servi par la dynamique de financement actuelle. Évidemment, souligner aussi que quand on donne de l'argent, quand on est un bailleur de fonds, on a beaucoup de pouvoir. Andréane parlait tantôt de pouvoir. C'est une notion centrale, cette idée de qui a le pouvoir, qui décide de combien est dépensé, de comment c'est dépensé. On a à peine 3% des financements dans les financements climatiques globaux là, qui sont spécifiquement destinés à renforcer l'égalité de genre, par exemple. Ça, c'est pratiquement rien. Là. Alors qu'on le sait, c'est démontré que la crise climatique, ça affecte de façon disproportionnée les femmes et les filles. Donc, ben enfin, voilà, troisième élément de réponse, c'est donc ça, c'est que les fonds ne sont pas toujours dirigés vers celles qui en ont le plus besoin, vers ceux aussi qui en ont le plus besoin. Parce que, bon, il y a une inéquité au niveau du partage du pouvoir, au niveau des qui contrôlent le discours, etc. Donc, euh, euh, pour donc rendre ces financements-là plus accessibles aux personnes qui en ont besoin, ben, il faut repenser tout ça. La notion de partage du pouvoir et donc de partage de la prise de décision, ben, elle est clé. Ça devrait, dans la mesure du possible, mais le plus possible, être une priorité des bailleurs. Dire, écoutez, on ne prête pas de l'argent, on en donne, et puis on partage le pouvoir. Le leadership, c'est pas juste nous parce qu'on a l'argent, on fait ce qu'on veut avec ça. Euh, il y a, comme Faisal le mentionnait, il y a d'autres chemins pour se rendre là. Nous, on utilise chez Oxfam beaucoup la notion de justice climatique pour un peu encadrer tout ça, cette idée que le partenariat doit être réel, que ceux qui ont réellement besoin euh, des sous, finalement, y aient accès. Merci beaucoup, Julien. On va parler un peu plus de justement le côté plus au niveau du féminisme et des groupes qui sont peut-être plus affectés. Donc, tu as mentionné justement les jeunes et les femmes qui sont peut-être disproportionnellement affectés par les changements climatiques. C'est un concept qui n'est pas nécessairement clair pour tous. Je vais compter sur Andréane pour l'expliquer un peu mieux. Mais là, tu terminais avec gouvernance locale et leadership féminin, mais c'est aussi un sujet que Faisal va Exact. touché. Donc, on va aller vers Faisal maintenant, puis on va y revenir avec plus de questions du public et des questions qu'on avait déjà préparées aussi pour la partie suivante. En introduction, j'ai mentionné on observe un virage des pays du Nord dans leur financement de l'atténuation plutôt que de l'adaptation. C'est quelque chose qu'on a touché, que tu nous avais un peu expliqué en préparation au panel d'aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait introduire, disons, tes questions avec ça. Je peux aussi te laisser partir si jamais je peux te poser des questions ou te laisser partir avec ton rythme. Là. Dis-moi ce que tu préfères, mais je te laisserai un peu l'expliquer, là, cette transition-là qu'on constate actuellement. Oui, merci beaucoup, Raphaël. Et donc, comme tu l'as dit, il y a quand même cette tendance à plus financer l'atténuation que l'adaptation. Et cela a des raisons. Parce que bah, l'essentiel des financements viennent du Nord et les besoins des pays du Nord face au changement climatique sont plutôt de l'atténuation. Aujourd'hui, des domaines comme comment trouver des systèmes énergétiques qui permettent de réduire les émissions ou des mécanismes de transport plus performants. C'est ça l'atténuation, en fait, c'est de pouvoir diminuer les émissions. Alors que les pays du Sud, et ils ont besoin de s'adapter parce que l'économie est plutôt primaire, les systèmes de production, les économies, les infrastructures sont beaucoup plus vulnérables au choc climatique dans les pays du Sud. Donc, ils ont besoin de s'adapter et pour rendre leur écosystème et leur communauté beaucoup plus résilientes. Donc, aujourd'hui, la tendance va vraiment vers le financement et de l'atténuation. Quand on essaie de regarder les chiffres au niveau global en termes du financement public et international, on a à peu près, c'est des estimations du dernier rapport de ONU Environnement, sur ce qu'on appelle les écarts d'adaptation dans le financement public international. Donc, à peu près pour 571 000
milliards US qui va en atténuation, moins de la moitié, donc à peu près 281 000 milliards, donc c'est à peu près 49%, moins de la moitié vont en adaptation. Et on a à peu près 151 000 milliards qui vont plus des interventions transversales, donc c'est des interventions cross-cutting qui mélangent et adaptation et atténuation. Donc, cela a effectivement des conséquences sur les organisations comme les nôtres qui, historiquement, nous sommes plus dans l'adaptation, mais il faudrait pouvoir effectivement faire cette évolution vers des interventions plutôt cross-cutting qui permet et voilà, et de faire un mix entre l'atténuation et l'adaptation sans pour autant abandonner notre travail historique dans le domaine de l'adaptation. Donc, maintenant, c'est comment s'assurer que dans ce domaine de l'adaptation-là, qu'on travaille sur des priorités qui sont vraiment porteuses pour les communautés et selon la perspective des femmes. Donc, comme ça a été dit tout de suite, il est important de savoir, et ça a été dit, que les impacts sur les changements climatiques sont différenciés selon qu'on soit homme ou femme, ou même jeune. Et les femmes, ben, c'est elles qui sont plus soumises aux travaux non rémunérés, que ce soit les soins de la famille, l'approvisionnement en eau, en énergie. Et bien, avec les effets du changement climatique, il y a de l'eau qui est de plus en plus loin, l'énergie qui n'est pas disponible, il faut aller loin pour chercher le bois de chauffe. Et aussi, c'est les femmes dans beaucoup de communautés, surtout dans le Grand Sud, qui n'ont pas forcément accès aux informations climatiques, aux technologies climatiques et aux espaces décisionnels. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'identifier ces priorités-là qui sont vraiment porteuses en adaptation climatique du point de vue des femmes. Et en donnant des exemples assez précis au niveau du CECI, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'intervenir à 3 niveaux et de l'adaptation au changement climatique. Donc, le niveau que j'appellerais macro, c'est-à-dire au niveau même des politiques, les plans d'adaptation, les stratégies locales, régionales, nationales, s'assurer qu'il y a un fort leadership des femmes dans le processus d'élaboration même de ces stratégies pour pouvoir aboutir à des plans d'adaptation qui sont beaucoup plus sensibles et des plans de développement qui sont beaucoup plus sensibles au climat et au genre, s'assurer que les interventions même en adaptation au changement climatique sont portées par un leadership féminin et que ces adaptations-là visent surtout à restaurer des services naturels, des services écosystémiques qui sont prioritaires pour les femmes, parce que les priorités ne sont pas forcément les mêmes pour les hommes que les femmes. Et au niveau local, s'assurer aussi que les interventions qui sont faites, c'est bien, le climat c'est une priorité, mais dans ces zones d'intervention, il y a d'autres priorités. Les gens ont besoin de moyens de subsistance, les gens ont besoin de revenus. Donc, il faudrait s'assurer que les interventions qu'on fait dans le domaine de l'adaptation permettent aussi d'améliorer les revenus, les moyens de subsistance et des communautés locales. Et en donnant, par exemple, quelques exemples qui montrent que quand on est dans cette démarche inclusive et qui tient compte des priorités des femmes, on peut vraiment améliorer la résilience locale à travers une gouvernance beaucoup plus inclusive. Et nous mettons actuellement des projets en œuvre en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana, où nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on doit choisir des options d'adaptation au changement climatique, des options de restauration, en donnant le choix, par exemple, qu'aux hommes, ils ont tendance à choisir des espèces d'armes qui ramènent du cash, essentiellement. Et lorsque nous donnons le choix aux femmes, ben, elles choisissent non seulement des espèces qui permettent de s'adapter au climat, mais qui sont utiles pour la nutrition, qui permettent d'améliorer les revenus et qui permettent aussi même des plantes qui sont médicinales, qui permettent de soigner les communautés. Donc, on voit tout de suite cette approche beaucoup plus inclusive que la gouvernance inclusive permettrait de faire et d'améliorer la résilience locale en donnant Et la priorité au choix et priorité des femmes. Ok, merci Donc, beaucoup, Faisal. Là, je vois un peu le temps qui file. Là, je voulais pas te couper, mais on va peut-être y revenir plus tard. J'invite aussi aux gens dans le chat, si jamais vous avez la question sur qu'est-ce qui est adaptation et atténuation, les différences, c'est peut-être une question que j'aurais peut-être pu expliquer en début de de panel, mais si jamais vous sentez le besoin qu'on l'explique après dans la période de questions, on va le faire. Et effectivement, souvent, les décisions qui sont plus économiques, c'est souvent dans une perspective très court terme. Je l'ai constaté avec le CECI Guatemala. Actuellement, j'ai travaillé sur un projet de agriculture régénérative
Et on voit aussi que des fois, quand on priorise, disons, le profit, ça va dans une perspective très court terme, alors qu'on dégrade la santé des sols et qui sont déjà aussi euh, vulnérables justement au changement climatique. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi d'amener ta perspective à toi, Faisal, qui est pour, au CECI aussi, et ma perspective actuelle que j'ai pu f- apprendre ici au Guatemala. Donc, je vais passer la parole à Andréane Martel. Puis ça, Oui. il a pris un peu, enfin, Faisal aussi a expliqué le rapport différencié sur, pour les groupes de femmes donc, et des jeunes. Donc, Andréane, je te laisse continuer. Donc, pour ta thématique, c'était un peu plus la gouvernance inclusive et l'inclusion dans les politiques d'adaptation. Donc, on peut aller un petit peu plus loin donc, dans d'autres sujets dans ce cas-là. Donc, la parole est à toi. Merci. Merci, Raphaël. Donc, oui, je suis contente que mes copanélistes aient déjà mentionné la question de l'impact différencié des changements climatiques. Je vais peut-être la détailler un petit peu plus parce que c'était le mandat qu'on m'avait donné. Donc, et c'est comme Raphaël le disait, c'est pas toujours bien compris que les changements climatiques touchent les populations de manière inégale et que les femmes, mais pas seulement les femmes, les jeunes, les différents groupes marginalisés subissent souvent des impacts disproportionnés en raison de leur rôle socio-genré, en raison de discrimination et de systèmes d'oppression déjà existants. Donc, je vais vous donner peut-être des exemples très précis. Là, j'identifie 4 catégories euh, d'impact ou de justification pourquoi les impacts sont plus grands chez certains groupes et particulièrement les femmes. Le premier, c'est la question de l'accès. Les femmes ont un accès plus limité aux ressources, que ce soit les ressources naturelles, la propriété terrienne, l'eau, l'accès au crédit, l'accès à la propriété. Un deuxième élément, c'est qu'elles ont, et Faisal l'a mentionné brièvement, c'est qu'elles supportent une charge accrue de travail domestique, de travail invisible et de travail de soins. Donc, tout ce qui est la recherche d'eau, la sécurité alimentaire, le soin apporté aux proches, aux enfants. Donc, c'est une deuxième catégorie qui les rend plus vulnérables. Troisième, et ça a été mentionné par Faisal, c'est moins représentés dans les instances décisionnelles, ce qui limite leur influence dans les politiques d'adaptation et ce qui limite aussi le fait qu'on prenne en compte leur réalité puis leurs besoins dans les politiques d'adaptation. Et le dernier élément, qui est plus rarement mentionné, mais qui est extrêmement important, c'est qu'elles sont plus exposées au risque de violence basée sur le genre. En situation de crise climatique, en situation, par exemple, de déplacement forcé, de migration forcée, c'est des situations qui les rendent plus vulnérables à la violence sexuelle, au mariage forcé, à l'exploitation économique. Donc, la crise climatique vient exacerber des situations préexistantes et des discriminations préexistantes. Donc, c'est vraiment important quand on parle de justice climatique d'avoir une analyse qui est intersectionnelle, qui permet vraiment de comprendre les vulnérabilités et comment ces vulnérabilités se renforcent lorsque le genre croise d'autres facteurs comme la classe sociale, l'origine ethnique, les enjeux de capacitisme, l'âge, le statut migratoire. Donc, c'est vraiment en ayant cette vision intersectionnelle que ça nous permet de concevoir des stratégies d'adaptation qui sont réellement inclusives qui répondent aux besoins spécifiques de groupes plus marginalisés dans la société. Maintenant, je vais revenir au projet RECI, donc qui est le projet dont je suis responsable à Mission Inclusion, qui est un projet qui est mis en œuvre dans 5 pays de la région de l'océan Indien occidental et qui vise spécifiquement à renforcer la résilience des communautés côtières dans ces 5 pays. Et ça passe notamment par le renforcement des structures de gouvernance locale, nationale et régionale, parce que ce qui nous caractérise, c'est qu'on travaille vraiment au niveau de la région de l'océan Indien occidental. Et ça nous permet donc de faire d'assurer, par exemple, qu'il y a des politiques locales au niveau de l'adaptation au changement climatique, mais qui sont en lien avec les politiques nationales et au niveau régional. Pour vous donner des exemples, par exemple, au Kenya, on a vraiment travaillé avec les groupes de femmes, parce qu'une des particularités de notre approche, je devrais peut-être commencer avec ça, c'est que on ne travaille pas seulement avec des partenaires en conservation de la nature, mais on travaille avec des organisations féministes africaines. Donc, on s'assure que les savoirs sont vraiment ancrés dans la réalité de ces femmes et c'est elles qui mènent le projet, c'est elles qui participent aux consultations avec les autorités locales pour développer des
des politiques qui soient le reflet de leurs préoccupations. Et au Kenya, on a justement réussi à faire adopter un plan de gestion climatique, d'adaptation climatique, euh, qui a vraiment pris en compte les perspectives des femmes, des jeunes et qui a permis d'intégrer leur réalité dans le plan d'adaptation et qui va venir influencer toutes les politiques d'adaptation des prochaines années. Donc, c'est vraiment des victoires qui sont importantes, mais qui ne sont pas suffisantes parce que les politiques, c'est bien, mais après, les structures décisionnelles doivent aussi être inclusives, on doit aussi s'assurer qu'il y a une diversité de voix qui sont entendues. Nous, on travaille particulièrement avec les aires marines protégées, gérées localement. Donc, c'est toute une approche là, de s'assurer que ce sont les communautés elles-mêmes qui gèrent les aires marines protégées et non seulement les autorités locales. Et dans ces aires marines protégées, malheureusement, dans ces structures de gouvernance, il y avait très peu de femmes dans les pays où on travaillait. Et lorsque les femmes étaient présentes, elles ne faisaient qu'occuper un siège, mais elles n'étaient pas influentes. Donc là, on travaille vraiment avec ces groupes de femmes pour les outiller, pour qu'elles puissent avoir des rôles décisifs, une participation active dans ces instances décisionnelles. Et ça ramène aussi l'enjeu individuel. Donc, quand on change les politiques, on change les structures, mais on doit aussi travailler sur le pouvoir d'agir des femmes, donc le leadership des femmes. Parce que généralement, elles ont les connaissances, elles ont les savoirs sur la protection des écosystèmes de mangroves, donc elles ont toujours vécu dans ces écosystèmes, donc elles savent comment les protéger, mais elles n'ont pas nécessairement le leadership et elles ne sont pas nécessairement actives politiquement dans ces instances. Donc, c'est à ce niveau-là, nous, qu'on travaille pour s'assurer qu'elles ont le leadership et qu'elles se présentent dans des postes décisionnels pour qu'elles puissent donc influencer les décisions. Et je veux juste peut-être terminer par un exemple. En Tanzanie, on a vu dans la communauté où on travaille à Tanga Pemba, ce qu'on appelle nos paysages marins, là, c'est des zones côtières qui sont particulièrement stratégiques au niveau de la protection de la biodiversité. Et en seulement 2 ans, on a vu vraiment un renversement complet où, dans les dernières élections qu'il y a eu au cours des derniers mois, on est arrivé avec une majorité de femmes qui se sont présentées et qui ont été élues. Et ça a des impacts concrets sur les décisions qui sont prises. Par exemple, ces comités de gestion en Tanzanie, euh, alors que les décisions avant étaient davantage sur la réglementation, l'application des règles dans les aires marines protégées, là, le comité commence à davantage parler d'éducation, de dialogue, de mobilisation communautaire. Donc, il y a vraiment une transformation des pratiques et des décisions qui sont prises et ça fait en sorte qu'on voit une réduction des coupes d'arbres dans les mangroves, par exemple, de pêche illégale. Donc, c'est vraiment cette approche inclusive qui permet de s'assurer qu'aucune décision n'est prise de là, j'ai juste la phrase en anglais, là, «Nothing for us without us». Donc, c'est vraiment ce qui incarne, le travail que font ces femmes. Super, merci beaucoup, Andréane. C'était super pertinent. Je trouve que des fois, c'est difficile de s'imaginer, disons, ces réalités-là, terrain, sans le vivre. Puis là, on t'a donné plusieurs exemples là, qui nous permettent de bien comprendre, de bien mettre des mots sur ou des réalités sur des mots qu'on utilise. Mais encore là, je trouve que c'est toujours très abstrait pour quelqu'un qui a pas fait de coopération. Parce que c'est dans l'informel, c'est aussi dans des rôles sociaux. Quand on parle de manque de participation, les femmes sont dans les pièces quand même, mais vont peut-être avoir moins tendance à prendre la parole aussi en public ou en tout cas, c'est très complexe là, le comportement humain. Et c'est très complexe aussi, les transformations qu'on constate. En fait, là, on parle de grande transition, de changement de société, de changement de la coopération internationale, mais ça s'est fait sur 50 ans peut-être. Là. C'est comme vraiment des grands changements, puis ça demande beaucoup de dynamisme là, au niveau des organisations qui travaillent sur ces questions-là. Donc, merci beaucoup. Ça a fait un peu On a mis la table là, sur le panel avec les interventions de chacun des panélistes. Et là, on va arriver dans le dialogue croisé. Donc, j'ai une question centrale avec plusieurs questions de relance, mais je pense qu'avec ce que vous avez dit, on va pouvoir aussi partir plus sur une discussion de groupe. Donc, la question centrale que je veux poser, c'est comment faire de la coopération internationale un véritable moteur d'adaptation?
Donc, je vous invite aussi, si vous avez d'autres questions de relance aussi, vous pouvez les écrire dans le chat. Je partirai peut-être avec Andréane, puisqu'on a commencé avec les deux autres personnes avant. Donc, je ne sais pas si Andréane, tu veux reprendre la parole pour répondre à la question, comment faire de la coopération internationale un véritable moteur d'adaptation? Puis on va aller dans l'ordre inverse là, pour cette partie-là. Oui, ben, je peux commencer brièvement. Donc, je l'ai mentionné, puis ça va faire un lien avec le premier commentaire que j'ai fait. Donc, euh, la coopération internationale, pour moi, c'est vraiment un moteur politique de transformation sociale et il doit être utilisé comme tel. Et ça veut dire qu'il peut aussi être un moteur politique qui nous amène dans un renforcement des inégalités et dans la logique de reproduction des inégalités. Donc, je pense que la coopération internationale, ça fait pas si longtemps qu'on a pris connaissance qu'on pouvait être un moteur qui reproduisait le colonialisme, par exemple, des formes de colonialisme. Donc, à partir du moment où tu prends conscience de ça, il faut vraiment que dans tes actions, qu'on soit euh, intentionnel à vouloir briser ces structures de domination, ce qui veut dire, par exemple, de s'assurer d'un transfert de pouvoir, que les décisions ne sont pas prises par nos organisations ici au Québec, à Montréal, mais qu'elles sont prises par nos partenaires. Que nos projets ne soient pas seulement mis en œuvre par des partenaires, mais que ce soit eux qui décident, qui orientent. Donc, ce n'est pas seulement un rôle de consultation, mais c'est vraiment un rôle décisionnel. Et c'est ce qui va faire qu'on va un peu renverser le rapport de pouvoir qui est encore super présent dans le milieu de la coopération internationale et de rapport inégal. Parce qu'en réalité, les partenaires avec qui on travaille n'ont pas toujours le luxe de refuser des partenariats qui ne vont pas nécessairement dans les directions où ils ont l'habitude. Et c'est la même chose dans des projets qui sont en résilience au changement climatique. Donc, de s'assurer qu'on est vraiment à l'écoute de ce qu'ils souhaitent faire, des orientations qu'ils voient, puis des besoins qu'eux-mêmes ont identifiés dans les communautés. On a parfois des contraintes structurelles avec nos bailleurs qui ont certaines orientations, priorités qui peuvent aller à l'encontre de ce que ces partenaires ou les groupes souhaitent prioriser. Puis notre rôle est en fait un rôle de plaidoyer puis de courroie pour s'assurer que les bailleurs euh, aillent dans la direction que souhaitent les organisations des pays du Sud. Donc, je vais m'arrêter ici puis laisser mes collègues Oui, mais poursuivre. je veux juste peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça parce que ça me fait réfléchir à aussi que je parlais de la complexité de la transformation, un peu de la coopération, mais ça, tu sais, tu disais tantôt que c'était pas seulement des projets d'écologie, mais c'était aussi des projets de groupes de femmes que vous supportez avec Mission Inclusion. Puis des fois, le lien n'est pas clair. Donc, pourquoi on finance tel projet? Puis on dirait qu'on veut tout faire en même temps, mais je pense que c'est des Mhm, axes stratégiques et des axes d'action qui sont complémentaires d'une certaine façon quand on pense aux enjeux de façon plus systémique. mhm. Euh, ben, je passerai la Raphaël, parole. Ouais. est-ce que tu permets que je te donne un exemple très concret, vraiment Oui, je serais bref? curieux. Oui. OK. Au Kenya, sur la côte kenyane, il y a une dynamique qui est Sex for Fish. Cette dynamique, c'est que les femmes qui sont en situation de précarité économique et qui doivent nourrir leur famille ou vendre les produits de la mer vont échanger des poissons contre du travail du sexe. Et c'est ce qui leur permet de faire vivre leur famille. Et comme les pêcheurs sont toujours seulement des hommes et que c'est un milieu qui est très dominé par les hommes, les femmes n'ont pas accès à la ressource si elles ne passent pas par les pêcheurs. Donc, une précarisation, une crise environnementale accentuée qui vient, par exemple, diminuer les stocks de poissons, augmenter le phénomène de la rareté, a un impact sur l'exploitation sexuelle des femmes dans ces communautés côtières. Je Donc, pense c'est un lien qu'on très direct. c'est très direct. Je pense que c'est un exemple qui marque l'imaginaire. Donc, merci de le partager. C'est pas fun à entendre. Puis je serais curieux d'avoir plus d'informations. Donc, si tu as un article là-dessus que tu veux partager, je serais curieux de le lire après le panel. Euh, je vais passer la parole à Faisal. C'est ça, hein? L'ordre? Ouais, Faisal, je vais te passer la parole maintenant. Oui, merci Raphaël. Oui, je pense que j'abonderai un peu aussi dans le même sens sur comment faire de la coopération internationale ce pilier-là. Et je pense que un point important est vraiment l'alignement avec les priorités nationales, ou en tout cas ou des communautés dans lesquelles nous intervenons. Voilà, donc de ne pas être dans une logique de top-down, mais et de pouvoir nous aligner avec leurs priorités à travers des processus de co-création et de croisement des savoirs pour pouvoir
faire ce travail-là. Et un autre aspect important, je pense, sur lequel la coopération internationale gagnerait, c'est de faire une transition pour passer de l'intervention directe directement auprès des communautés vers des interventions qui puissent aller plus au niveau système, donc à permettre aux différentes institutions nationales, aux services techniques de pouvoir exercer pleinement leur mandat, donc à collaborer avec eux dans un processus de partage, de transfert de connaissances, de co-apprentissage pour qu'elles puissent faire pleinement leur travail, leur mandat, que de nous substituer et à ces institutions nationales-là qui ont un travail à faire. Et parce que lorsque eux, ils sont vraiment pleinement investis de leur pouvoir, ils ont les capacités pour le faire. Et leur travail est beaucoup plus durable. Et ça permettrait aussi un peu de diminuer ces dépendances-là. Donc, voilà brièvement ce que j'ajouterais et par rapport à tout Oui, ce qui a été dit, déjà de très intéressant. merci Faisal. Puis c'est ça, mais je pense que l'approche par et pour et la co-création de solutions, ça prend aussi plus de temps. Fait que des fois, quand on a des échéanciers qui sont très serrés, quand on te parlait de priorités nationales, puis là, on veut régler des problèmes rapidement, mais c'est des relations qu'il faut bâtir, puis c'est des ressources qui, c'est pas des tâches qui sont productives dans le sens nord-américain ou occidental ou du nord global. Donc, c'était un peu comme un commentaire que je voulais faire avant d'aller vers Julien. Là, le temps file quand même, il va nous rester un 18 minutes. Mais est-ce que je me demande s'il y a beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas si Prune, tu peux me dire dans le chat s'il y a beaucoup de questions. Je vais passer la parole à Julien, puis sinon on peut prendre plus de temps. S'il n'y a pas beaucoup de questions, on va prendre plus de temps pour continuer la discussion. Juste pour info, Raphaël, il y a eu deux questions pour l'instant, donc sans garder en tête. Ben écoutez, je trouve que mes collègues ont vraiment couvert la question de manière assez complète, là. C'est très intéressant ce qu'on entend. Puis donc, oui, on a, je pense, abordé là, les différents éléments, mais je m'en suis rebondir peut-être sur au dernier commentaire, Raphaël. C'est sûr que là, on parle de plus en plus de l'importance là, des changements systémiques. On comprend que ça fonctionne quand on a une perspective large, une perspective qui prend en compte les différents points de vue sur le terrain, etc., qu'on travaille à changer les choses à différentes échelles. Mais effectivement, dans le contexte du début du panel où on parlait du manque chronique de financement, puis en ce moment aussi d'une dynamique de réduction là, des financements au Canada, il faut quand même souligner que des projets comme ça, des projets qui fonctionnent, c'est des projets qui ont encore besoin d'un financement qui est suffisant et qui est suffisamment long. Ces dernières années au Canada, il y a quand même eu des progrès intéressants sur la longueur des projets. L'Union européenne, c'est encore principalement de 3 ans. Donc, c'est sûr que les changements systémiques dont on parle, je pense que l'état de notre champ d'activité, là, de nos connaissances démontre bien qu'il faut faire ça, que ça fonctionne. Mais c'est vrai que, encore une fois, le pouvoir est encore beaucoup dans les mains des bailleurs qui ont des logiques plus court-termistes. C'est Ah, encore un défi là, qui nous empêche là, de véritablement s'adapter de façon globale à cette crise, à cette polycrise qu'on vit. je suis pas sûr d'avoir bien compris les orientations. Les projets sont sur 3 ans. Qu'est-ce que tu Ben, veux? souvent, les financements de l'Union européenne, c'est des projets très courts. Là. Fait que, ton projet, tu as 3 ans pour le faire. C'est Ce dont on discute. Oui, c'est pardon. ça. Ouais, c'est des projets qui sont sur 3 ans avec des objectifs et j'imagine, des indicateurs de performance et on évalue la performance du projet si on atteint ces objectifs-là. Mais 3 ans C'est pour créer ça. des changements systémiques alors qu'il faut créer des relations, puis on vient pas du pays. C'est aussi C'est ça, ça. en fait, puis c'est ça qu'on voit avec Mission Inclusion. J'imagine que vous travaillez avec des partenaires locaux. Avec le CECI, ce qui est bien, je suis très fier de travailler avec le CECI et que Faisal soit avec moi aujourd'hui, c'est qu'ils sont quand même dans des perspectives que moi, je suis envoyé au Guatemala et je travaille pendant un an au Guatemala avec un partenaire local qui va être guatémaltèque et que l'organisation, en fait, l'équipe terrain du CECI Guatemala va bâtir ces relations-là avec le temps. Puis c'est des gens qui, des fois, ils attendent pendant plusieurs mois avant d'avoir un bon projet puis un bon candidat pour travailler sur un projet. Mais 3 ans pour atteindre des objectifs, des fois, il faut vraiment qu'on soit intégré. Ça. Il faut que les partenaires soient intégrés au territoire. Euh,
Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Julien, avec ce que je viens de dire, ou on passe. Non, non, c'était un peu intéressant. C'est sûr qu'il y a des questions, là. Je ne sais pas si on passe aux questions des gens, là. J'aimerais remonter éventuellement sur des questions du public, donc je vais te laisser Ok. l'idée ça, là. Bon, on dirait qu'on est tous d'accord aussi, donc c'est un peu. On sait comme si on s'était déjà concerté, mais on s'est juste rencontré 30 minutes la semaine passée. Donc, je vous invite aussi, si vous avez des questions un peu plus, peut-être pas. Peut-être pour voir un peu les différences aussi de point de vue, peut-être entre les différents panélistes. Donc, je vous invite à nous poser des questions peut-être plus challengeantes. Ça peut être. On va répondre du mieux qu'on peut avec un peu d'humour, peut-être. Avant de passer aux questions du public, parce que j'ai l'impression que des fois, la question du public, c'est le temps que les gens vont partir au bureau dans une rencontre, il est quand même 9h15. Je voudrais peut-être vous inviter, les panélistes, à un petit call to action. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous voulez qu'on retienne de vos interventions aujourd'hui, en 30 secondes, si vous pouvez juste puncher, faire quelque chose de punché et on va passer aux questions du public juste après. En même temps, n'hésitez pas à écrire plus de questions, on en veut. Julien. Oui, ben écoutez, mon call to action va être assez simple. Lisez nos rapports. Euh, on travaille beaucoup pour produire un contre-discours finalement qui est différent du discours dominant. En ce moment, c'est la COP. Il y a une quantité hallucinante de gens du secteur pétrolier, etc., des lobbyistes, tout ça. Tantôt, on parlait des financements qui n'en sont pas, etc. C'est important de prendre connaissance de ces réalités-là, de les diffuser également. Euh, Ce que si on a une mauvaise compréhension, on peut pas non plus agir. Donc voilà, c'est important, je pense, de se renseigner, de diffuser aussi euh, l'impact. Là. On a un rapport dont je vous ai parlé tout tantôt, on a un autre rapport sur les ultra-riches là, et leur rythme de vie extrêmement riche en consommateurs de carbone. Donc, ça, c'est des réalités qu'il faut diffuser. Là. Merci. Des fois, en ayant participé à la COP, c'est vrai que c'est choquant la quantité de personnes de l'industrie pétrolière qui sont présentes sur le terrain de la COP, à côté de personnes autochtones de partout à travers le monde et de jeunes comme moi à la COP 26 de Glasgow. Donc, c'est vrai que c'est un peu une genre de dystopie à vivre en personne. Donc, Andréane, bonne chance pour ton expérience à la COP. Je sais pas si c'est ta première COP, mais ça va être. C'est quand même un peu dystopique, tout ça. Je passerai peut-être la parole à Faisal, justement. On va tourner dans l'ordre de. Donc, essaie en 30 secondes là, de qu'est-ce qu'on veut se souvenir de ton discours aujourd'hui puis ce que tu nous as apporté dans la discussion. Alors, moi, j'ai envie de faire retenir 2 points. Donc, le premier point, je dirais, c'est que le climat, c'est quand même un produit de luxe. Et là où les gens pensent au climat, c'est parce qu'ils ont quand même un minimum. Ils arrivent à bien se nourrir, ils arrivent voilà, à assurer le minimum vital. Donc, j'appelle vraiment que nos interventions climatiques puissent avoir cette double perspective-là et de durabilité climatique, mais aussi le volet socio-économique est extrêmement important. Parce que lorsque les gens n'ont pas le minimum, ils n'ont pas le temps forcément de penser au climat. Et le deuxième point, c'est que tout ce qui touche le climat, c'est avant tout quelque chose qui touche à de la connaissance, du savoir, de la science. Donc, s'assurer que la coopération au développement, voilà, au-delà des interventions concrètes sur le terrain qui est extrêmement importante, d'aller beaucoup dans le sens de générer des savoirs, de croiser les savoirs et de faire en sorte que voilà, les connaissances, la donnée, tout cela soit disponible et accessible là où nous intervenons et de ne pas être dans une logique extractive où nous Mhm, partons, on fait des interventions, on prend des données sur lesquelles on ne fait pas de retour aux mhm. communautés. Il faudrait que ce qu'on génère comme connaissance, comme savoir et que les bénéfices qui en sont issus soient aussi partagés avec les communautés, les institutions avec lesquelles nous travaillons. Merci. Vraiment, je trouve que le par et pour, c'est toujours quelque chose qui est très riche et je pense qu'il faut impliquer les personnes les plus concernées. Je pourrais pas être plus d'accord avec toi, Faisal. On va passer avec Andréane, donc ton call to action. On va passer aux questions. Il y a plusieurs questions qui ont été ajoutées dans le chat, donc félicitations à nous tous. On réussit. Parfait, merci Raphaël. Donc, je vais m'inspirer de Faisal. Je vais aussi partager deux idées pour clore
ma présentation. Donc, d'abord, nous, cette année, comme tu le disais, là, on est à la COP. Moi, c'est ma deuxième COP. Et cette année, notre objectif, c'était vraiment de faire en sorte de diversifier les voix à la COP. Donc, on y va avec 5 organisations féministes africaines. On sait que la représentation africaine va être assez faible cette année en raison du lieu de la COP et du peu de financement pour les délégations africaines. Euh, et nous, ce qu'on met de l'avant, c'est vraiment le concept d'inclusion climatique. Donc, oui, on parle de justice climatique, mais aussi l'inclusion climatique, s'assurer qu'il y ait une équité dans les décisions climatiques, qu'il y ait un accès équitable aux bénéfices de cette transition climatique, qu'il y ait une participation active d'une diversité d'acteurs et qu'il y ait de la justice sociale dans les décisions, dans les négociations. Et le dernier point que je dirais, mon deuxième point, c'est quand on parle de représentation à la COP, l'année dernière, il y avait 35 de femmes dans les délégations nationales et moins de 10 de chefs d'État et de gouvernement représentés à la COP 29 étaient des femmes, soit 8 sur 78. Il y a à peine d'augmentation au fil des 10 dernières années de représentation dans les COP. Donc, ce que je parlais plutôt au niveau des espaces de gouvernance locale dans les communautés et le manque de diversité. C'est la même chose qu'on observe au niveau des négociations internationales, cette manque de diversité, c'est vraiment le reflet. Donc, comment on fait pour changer ça? Nous, c'est une goutte dans l'océan, mais on a tenté dans notre délégation de s'assurer que cette diversité soit présente et que ces voix soient à la COP 30 cette année. Ouais, c'est Merci. super intéressant. C'est vrai que c'est toujours des enjeux qui sont difficiles aussi des fois, on a des objectifs de représentativité, mais c'est difficile de recruter parce qu'on n'est juste même pas capable de parler aux gens qu'on veut avoir dans ces espaces-là. Je serais curieux de savoir si tu sais la proportion, si on avait l'équité pour la délégation canadienne, parce on pourrait être un exemple aussi d'équité, où est-ce qu'on pourrait envoyer une délégation gouvernementale qui est 50-50. Encore, ça serait intéressant de voir aussi l'ère, est-ce qu'on passe de l'ère Trudeau à l'ère Carney? Est-ce que ces engagements et ces habitudes-là vont tenir la route? En tout cas, plein de questions que le public aurait pu poser, mais que je me permets un peu de faire. Donc, ça fait un peu le tour des call to action. Donc, on va peut-être prendre quelques questions. Là, j'ai quelqu'un qui va les classer euh, dans l'ordre ouais, sélection. Je sais pas si, Elisabeth, si tu veux lire la question ou si je vais directement à la fin du document. Ouais. Ben, sont déjà mises là, effectivement, mais je peux Ok. poser la question à voix haute, là. Donc, on avait une question d'Alex Fillon qui demandait, donc, selon vous, comment les politiques urbaines peuvent-elles mieux intégrer la lutte contre les changements climatiques dans leur agenda? Donc, j'imagine ici que ça se concentre un peu plus sur l'adaptation. Et donc, tu sais, je pense qu'on peut aussi peut-être lier cette question-là à, encore une fois, la coopération internationale entre les villes, peut-être. Donc, un peu plus du côté urbain. Je ne sais pas si je vais y aller en levant la main, là, ou simplement en parlant. Donc, c'est comme une question ouverte à tous les panélistes. C'est une question très précise. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Ouais, Julien. Écoutez, si je veux me lancer, juste pour dire que nous, on n'est pas les mieux placés, malheureusement, pour Mm. répondre à ça. On travaille principalement en milieu rural. C'est souvent le cas. J'assistais hier, Elisabeth était là, un super beau panel sur ces questions-là, justement. Il est enregistré, vous pouvez aller le voir. C'était en contexte québécois, mais c'est très intéressant. Il n'en demeure pas moins que c'est certain que les politiques urbaines jouent un rôle. C'est vrai qu'on ne passe pas souvent à cet angle-là. Est-ce que c'est un angle mort de notre secteur d'activité? Peut-être, mais les villes dans les pays des Suds sont aussi à l'avant-garde là, des perturbations climatiques. Donc, ces questions-là sont clairement explorées, en tout cas de notre côté. Ouais. Je sais pas si Faisal, peut-être tu serais bien placé pour répondre. Là. Oui, sans aussi forcément être un spécialiste de ces questions. Mais aujourd'hui, quand on prend les villes, je pense du nord comme du sud d'ailleurs, font face à des gros défis climatiques, et la question de la consommation d'énergie. Et quand je regarde au sud, des systèmes de transport aujourd'hui qui sont très polluants, qui utilisent beaucoup de carburants de mauvaise qualité, et il y a la gestion non durable des déchets. Et donc, des politiques urbaines quand même qui permettent d'avoir des systèmes de transport alternatifs qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, des gestions durables des déchets, la connexion entre la gestion des déchets et le manque d'engrais en milieu rural. Donc, cette connectivité entre le milieu urbain et le milieu urbain qui dépend du milieu rural en termes de fourniture, de légumes, de fruits, de viande, alors que la ville aussi peut leur transférer
Et voilà, lorsque des déchets sont bien triés, ça peut devenir de l'engrais. Donc, cette connexion milieu rural, milieu urbain, et surtout des systèmes de transport, des systèmes énergétiques, des systèmes de gestion et des déchets plus durables, plus respectueux de l'environnement, peut être vraiment une manière de Mais faire cette connexion-là, de l'adaptation au milieu urbain. Et même, je dirais, adaptation et atténuation. Ben, c'est ça, les deux sont liés aussi, mais je trouve que c'est intéressant quand même comme question parce qu'on voit les tendances qu'on va tous vivre dans des grandes villes. Enfin, la majorité de l'humanité va finir par être dans des grands centres urbains. Puis on dirait que oui, dans des pays du Sud, il faut du soutien institutionnel. Là. Au Guatemala, actuellement, je sais pas si Faisal, t'es déjà allé au Guatemala, mais il y a Non, non. beaucoup de Enfin, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'alternative à la voiture solo ou à la moto. Donc, on dépense, il faut du support institutionnel. Et comme tu disais un peu plus tôt, Faisal, c'était le fait que se soucier du climat, il faut que la base soit euh, répandue avant de se soucier du climat. Donc, il faut que les gens soient nourris. Au Guatemala, on a des situations aussi de malnutrition chez les enfants. C'est un des pays d'Amérique latine qui a le plus de problèmes avec la malnutrition. Donc, on va passer à la deuxième question. Elisabeth, je compte sur toi. Je pense qu'on va peut-être finir avec cette deuxième question-là. Il nous reste 3 minutes. Exactement, parce que le temps file. Puis merci aussi pour vos réponses. Puis merci Julien pour le rappel de notre super panel d'hier. Effectivement, il est disponible sur YouTube. Vous pouvez encore une fois aller vers le lien de la programmation. Les événements passés s'y trouvent avec les liens également aux enregistrements si vous n'aviez pas pu être là. La deuxième question qu'on a de Corinne, à quel point les conflits, comme on voit au Moyen-Orient, représentent des difficultés face aux défis climatiques? J'imagine que dans vos propres travaux, des fois, vous pouvez voir aussi, pas nécessairement juste au Moyen-Orient, mais comme les conflits en général, comment est-ce que ça peut affecter la mise en œuvre de l'adaptation et donc aussi les projets de coopération également. En 30 secondes chaque, peut-être. Si vous voulez, Raphaël, je peux commencer. Je vais être très brève. Pour moi, ce qui m'inquiète en lien avec la montée des conflits, c'est la montée de la militarisation. On est dans un contexte où les budgets d'aide internationale sont réduits. On l'a vu avec le dernier budget qui a été annoncé la semaine dernière. On veut revenir à des budgets pré-COVID et il y a une part importante des budgets présentement qui vont à la militarisation au Canada, mais dans la majorité des pays du Nord. Et c'est pour moi la plus grande préoccupation. On a des financements climatiques qui ne par exemple, au Canada, il y avait l'enveloppe du partenariat pour le climat qui se termine. On ne sait pas si ça va être renouvelé. On ne sait pas exactement quels sont les engagements du Canada pour jouer leur rôle à l'international au niveau de la résilience climatique et de l'adaptation. Donc, pour moi, c'est ce qui m'inquiète. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ça, parce que moi j'avais été vraiment choqué aussi il y a quelques semaines, j'écrivais sur LinkedIn en lisant un article de la presse ouais, je pense que c'est la presse qui avait fait un rapport sur le fait que le Québec maintenant va investir dans ces industries-là, ce qui est un peu en décalage avec notre habitude identitaire, parce que j'ai l'impression que si on avait vraiment le choix, si c'était vraiment démocratique, je pense pas que les jeunes ou les Québécois veulent nécessairement financer ces industries-là et contribuer, surtout dans un contexte actuel avec l'Ukraine et même le génocide palestinien. Donc, je voulais juste mentionner ça parce que je trouve aussi que c'est comme un décalage entre nos valeurs puis notre positionnement parce qu'on était quand même pacifiste. On a pris cette habitude-là aussi de collaborer puis on était quand même important dans la coopération internationale pour un pays qui produit 0,5, je ne m'en souviens plus du pourcentage, mais peu de gaz à effet de serre par année actuellement. Là. Faisal. Oui, j'aimerais peut-être partager rapidement l'expérience du CECI qui travaille aujourd'hui beaucoup au Sahel, Niger, Mali, Burkina, et une zone qui fait face à une double crise climatique et sécuritaire. Et du coup, nous arrivons à mettre en place des interventions climatiques, mais qui ont des dividendes ou des co-bénéfices en termes de paix et de cohésion Mhm. sociale. Donc, parfois, on met, par exemple, des interventions euh, communautaires qui arrivent comment dirais-je, à rapprocher des communautés qui se voyaient comme antagonistes. Parfois, c'est grâce à des interventions conjointes et communautaires sur des enjeux auxquels les deux communautés antagonistes sont confrontées et on profite de Mhm. ces espaces-là pour créer des espaces de communication, de dialogue et finalement montrer que les communautés peuvent avoir des relations beaucoup plus bénéfiques mutuellement en Mhm. travaillant ensemble pour adresser des défis communs liés au changement climatique et surtout profiter de ces espaces-là pour diffuser des messages voilà, de paix et de cohésion sociale. Donc,
Et on a pas mal d'exemples ici, je n'aurai pas le temps de parler, mais Non, c'est ça. Malheureusement, on est déjà à on est dans ce 9h30. contexte-là au Sahel. Mais c'est Ouais. super pertinent. On dirait que j'ai envie qu'on continue la discussion à un autre moment, mais on va devoir s'arrêter ici. Merci, Faisal, pour la dernière intervention. Désolé, Julien, si tu voulais répondre. Merci pour l'heure qu'on vient de passer ensemble. Ça a été très, très, très intense et chargé. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler, on aurait pu le faire en 2 heures, mais bon, c'est les dialogues, donc vous avez d'autres webinaires à consulter. Donc, je vous invite à lire la programmation qui est disponible. Il reste encore plusieurs panels, donc plein de trucs intéressants qui sont discutés comme à chaque année. Je vous remercie, Faisal, Julien, Andréane, pour votre temps. Vous avez vraiment été à la hauteur de mes attentes, en fait. Donc, on essaie toujours que ça se passe bien. Puis, j'ai vraiment été supporté par vos interventions, vos questions. Merci aussi, Elisabeth, pour ton aide et Prune aussi pour la gestion du chat. Je vous invite à regarder aussi, suivre. Ces réflexions-là, si vous participez à la COP et que vous êtes connecté actuellement, ben, essayez d'apporter ces réflexions dans les espaces consacrés à l'adaptation et à la justice climatique. Et on se dit à la prochaine fois. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Au Bye. Au revoir. revoir. Merci, Raphaël. Yeah. Est-ce qu'on pourrait rester connecté, Andréane? J'aimerais ça qu'on discute